Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, chers amis et fidèles téléspectateurs des coulisses de la cité, un programme de décryptage et d'investigation analytique de la radio de la communauté africaine émettant aujourd'hui à partir de Raleigh, en Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, à l'animation de cette émission, vous avez Monseigneur et professeur Samuel Yemei et à la technique, nous avons Jean Lewis. La RDC, depuis plusieurs années, est toujours le théâtre de plusieurs crises, des épidémies, des pandémies, des guerres, des conflits armés. Et c'est comme si, selon certaines euh, personnes, euh, la RDC est devenue le terrain de prédilection ou même de l'expérimentation des virus, des épidémies et des pandémies qui touchent le monde jusqu'à ces jours. L'éclosion, par exemple, de la maladie du sommeil, du VIH-Sida, de la dysenterie, de la rougeole, de la fièvre jaune, du COVID-19, de monkeypox pox, et aussi de l'Ebola, se passe souvent en RDC. Et en ce qui concerne l'Ebola est maintenant à sa 17e vague et il ravage pour le moment l'Est de la République démocratique du Congo, dans les provinces de l'Ituri, notamment, et Nord et Sud Kivu. Donc, les statistiques montrent qu'il y a déjà 250 morts confirmés et 500 cas donc, détectés à ce jour. Et il y a la résistance de la population à la riposte parce qu'ils soupçonnent ceux qui interviennent d'être venus là-bas pour le profit ou bien d'être là pour essayer de décimer la population pour la remplacer par une autre. Et il y a bien d'autres problèmes qui se passent en Ituri. Cette résurgence d'Ebola se passe curieusement dans la région qui est dévastée par la guerre d'agression du Rwanda avec le RDF M23 et même le ADF devenu de l'Ouganda. Cette guerre ravage depuis 30 ans déjà, avec la prise même de villes comme Goma et comme la ville de Bukavu. Donc, y a-t-il une relation tacite entre ces deux événements, les guerres, les épidémies et même l'agression dernière, pendant que l'Est euh, est ravagé par Ebola? À l'Ouest, c'est plutôt les débats sur la révision ou les changements de la Constitution. N'est-ce pas trop pour un pays qui est dans des problèmes? Comment sortir de cette crise multiforme? Y a-t-il quelque chose, un plan caché derrière tout cela? Alors, nous allons essayer de trouver des réponses et de décrypter ce problème avec le professeur Moubabingue Bilolo. Professeur Moubabingue Bilolo, vous êtes directeur général de l'INADEP Europe. Je pense que vous dirigez maintenant l'INADEP même au Congo. Et puis, vous êtes égyptologue, philosophe, politologue. Vous avez fait la linguistique et vous avez écrit beaucoup de livres. Vous êtes donc un directeur de recherche. Donc, vous êtes à Kinshasa pour le moment, mais vous avez vécu une quarantaine d'années en Allemagne. Donc, vous connaissez bien la situation politique du Congo parce que vous étiez aussi parmi les personnes qui ont préparé et qui ont même participé à la conférence nationale souveraine. Professeur Bilolo, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Ebola est déjà à sa 17e vague, euh, comme nous venons de le dire. Comment voyez-vous la gestion de cette épidémie en RDC? Quelle est votre lecture? Oui, pour nous qui sommes à Kinshasa, il est très difficile
de juger ce qui se passe sur le terrain en Ituri. Mais les autorités font des efforts pour pouvoir euh, maîtriser la situation. Vous savez que ce n'est pas seulement en Ituri, on ne sait pas si c'est parti du Congo ou si c'est parti de l'extérieur, parce que dès les premiers jours, il y avait déjà des cas qui ont été constatés en Ouganda et je crois au Rwanda aussi. Donc, on ne sait pas vraiment, on ne peut pas dire euh, avec, avec 100% donc de certitude que c'est parti du Congo. Mais cela ne joue aucun rôle. Il y en a aussi au Congo du côté donc de l'Ituri. Il y a des mesures, on essaie. Donc, il y a le professeur Mouyembe qui avait d'ailleurs lancé l'écrit tout au début là. Je crois que le Congo est à même donc de maîtriser euh, l'épidémie d'Ebola. Bien, voilà. Donc, les Congolais n'ont pas peur parce qu'ils ont confiance en leurs scientifiques et ils savent qu'ils vont maîtriser Ebola. Bien sûr, on doit faire des efforts pour éviter qu'il y ait beaucoup plus de morts, parce que tout mort qu'on aurait pu soigner est de trop. Donc, ne peut pas accepter de sacrifier des vies humaines, mais l'État est derrière cette épidémie. Vous dramatisez de là où vous êtes, surtout en Amérique. Il y Mhm. a eu une dramatisation de la part du gouvernement. En Europe aussi, on tente de dramatiser, mais du côté de Kinshasa, donc de l'Ouest, ce n'est pas seulement que ce soit Bandaka, je parle toujours dans les termes des anciennes provinces, Mhm. Bas-Congo, Bas-Zaïre, Bandundu, les Kasaï, Lubumbashi, les gens ne paniquent pas. Ils s'étonnent d'ailleurs des décisions qu'ils considèrent comme arbitraires que l'Europe et l'Amérique est en train de prendre, ou Oui, sont donc en train de prendre. les gens ne paniquent pas, donc les Congolais ont confiance en leurs euh, scientifiques. D'ailleurs, les statistiques montrent qu'il y a déjà presque 5 ou plus de guérisons de gens qui ont survécu à l'épidémie, donc sur place là-bas. Alors, pensez-vous que la résurgence récurrente de cette maladie soit uniquement un défi sanitaire ou cache-t-elle des défaillances structurelles et politiques profondes? Oui, la région, on apprend par-ci, par-là, il y a de fausses communes, c'est-à-dire les gens qui sont enterrés dans de très mauvaises conditions. C'est normal que quand il y a la guerre quelque part, la santé publique puisse aussi pâtir, hein. Donc, pas seulement quelque part, ça peut aussi éclater ici à Kinshasa. Ituri n'a pas la concentration de la population qu'on a à Kinshasa. Moi, je peur donc que cela se manifeste ici à Kinshasa parce que les conditions de vie et la santé publique sont vraiment médiocres. Est-ce qu'il y a des vols dans notre temps qui viennent de l'Uturi jusqu'à Kinshasa? On permet cela? Oui, on permet cela. Donc, la maladie n'est pas aussi répandue qu'on l'a dit. Je crois il y a eu des contrôles déjà dès le départ, comme le Congo a déjà l'expérience de cette épidémie. On a seulement déploré le fait que malgré la connaissance ou l'expérience qu'on a de la maladie,
on n'ait pas mis de moyens nécessaires dès les premières heures pour pouvoir étouffer donc la contamination. C'est ce qu'on dit que c'est une défaillance de prévision de la santé publique. Donc, on devait déjà avoir des mécanismes pour éviter, surtout qu'on en a l'expérience pour que ça ne puisse pas revenir. C'est ça ce qu'on veut dire. Je ne Alors, dirais même pas que c'est une défaillance de planification. Nous planifions tout. Tout est planifié, tout est budgétisé, mais le problème dont nous parlons toujours, le problème des décaissements, le problème des priorités dans le décaissement. Ceux qui décaissent l'argent ou le budget donc prévu ont leurs priorités qui nous sont inconnues et qui font que le chiffre adopté, et d'ailleurs consacré aussi par la loi budgétaire, ne sont pas respectés. À la fin de l'année, les centres de recherche comme l'INERBED et autres peuvent se trouver avec 0,00 francs congolais. S'ils parviennent parfois à vivre, c'est avec les activités internes et aussi avec quelques subsides extérieurs, mais on ne peut pas vivre de subsides extérieurs. donc, on n'a pas une politique proactive au niveau du gouvernement pour sécuriser la population en ce qui concerne la On a santé, la politique, mais le gouvernement ne ne décaisse vérifie pas. pas si l'argent a été décaissé. Ils Voilà. ont fait comme si leur rôle s'arrêtait à l'adoption de la loi budgétaire. Oui. Donc, tout ce qu'on demande, c'est accordé. Parfois même qui s'occupe au niveau de la conférence budgétaire, Mm. même corrige certaines données pour augmenter le budget, mais à la fin de l'année, on est surpris que le bilan à la fin de l'année pour donc les services de santé et pour même les centres de recherche comme l'INERBELA et autres, le bilan est négatif et médiocre. Ici, les responsables, le gouvernement, le président de la République, le gouvernement et les parlementaires, sans oublier les inspecteurs des finances, IGF et autres, sont interpellés pour peser sur les décaissements. Le problème, c'est les décaissements. Le problème n'est pas que l'État congolais n'avait pas prévu les dépenses pour tel ou tel problème. Non, c'est prévu. Mais les décaissements, les priorités, nous sommes à la merci de ceux qui signent pour qu'un montant soit décaissé ou pas. Alors, c'est le ministère du Budget ou des Finances ou qui est en train de bloquer ça. Et surtout que à la fin de l'exercice budgétaire, vous avez dit que le bilan est négatif. Comment il est négatif? C'est qu'on a trop dépensé, c'est qu'on n'a pas reçu ou qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est aussi négatif, c'est-à-dire pour nous qui attendons, donc c'est pour les centres de recherche qui attendent ce fonds pour utiliser les rubriques budgétaires, qui attendent leurs frais de subvention, leurs frais d'intervention, leurs frais d'investissement, ainsi de suite. Il n'y a rien. Donc, même les frais du personnel, on Mhm. vous accorde des millions, mais finalement, à la fin de l'année, vous vous retrouvez toujours avec presque 100 000 pour la totalité du personnel. Oh là là, oh là là. Donc, il y a un problème euh, sérieux là-bas en matière de décaissement, donc Problème très sérieux au niveau du ministère des Finances. des finances. Donc, Parce que le ministère du Budget souvent signe ce qu'on appelle les DTO. oui, oui, donc l'ordonnancement. Ok. Oui, Oui. alors comment il semble que il y a un problème là-bas, les équipes des humanitaires qui sont là pour travailler dans cette crise sur l'Ebola se plaignent que la population n'a pas confiance en eux. On les soupçonne euh, d'être là pour le profit, pour faire seulement de l'argent et dramatiser, comme vous avez dit,
Ebola, et là-bas, tout le monde va aller, on donne beaucoup d'argent, on a demandé 500 millions. Mais les gens se demandent 500 millions, là, qu'est-ce que ça va faire? C'est pour traiter les gens ou bien c'est entrer dans leur poche? Et puis, des deux, C'est on les presque un soupçonne million par tête par tête. Donc de malades potentiels. c'est potentiel, oui. Alors, on pense aussi que c'est peut-être une stratégie d'élimination de la population par des endémies pareilles ou des épidémies pour les remplacer par d'autres populations, comme c'est le cas à l'est du côté de Nord Kivu. Est-ce que vous pensez aussi la même chose, que c'est peut-être une stratégie ou quelque chose? L'hypothèse Comment n'est expliquer pas, cette défiance-là? oui, oui, l'hypothèse n'est pas à exclure ou à minimiser ou à mépriser parce que nous avons de l'expérience de ces pays-là, d'Haïti. Oui, Quand il y a eu les tremblements de terre en Haïti, oui. même les Haïtiens qui voulaient, les médecins haïtiens qui Hmm, étaient en France et dans d'autres pays, qui hmm. voulaient aller travailler, aider en Haïti, on ne les prenait pas. OK. Donc, même nous tous ici, quand il y a des crises en Afrique ou dans nos pays là de l'Amérique latine, Antilles et Hmm, Caraïbes, on tente, on demande si on peut aider. Non, ce sont des cycles fermés. Donc, on ne dirait pas. Ces fonds, mhm. ça tourne entre eux et c'est pour eux, ça n'a rien à voir avec nous. C'est tout simplement une occasion pour eux de dépenser. OK. Moi, je ne leur ouvrirai même pas les portes. Je ne les laisserai pas entrer sur le sol congolais et je ne mettrai pas non plus en relation avec la population congolaise. Nous OK. devons, notre sécurité nationale devrait être d'abord mise, euh, donc être capable de contrôler chacun des Mhm, membres de cette équipe et le fonctionnement de ces soi-disant organismes. L'expérience que nous avons à partir de l'Europe, ça fait 46 ans, bientôt 47, parce que je suis venu là-bas en 49. Donc, l'expérience montre que ces organismes ne sont pas au service de l'Afrique. Je mhm, serais même radical en disant aux gouvernants africains, qu'ils soient du Rwanda ou d'Ouganda ou du Congo ou de n'importe quel pays, qu'aucun organisme européen, MIROPA comme je l'appelle, mhm, aucun organisme étranger est pour le bien-être de l'homme africain et surtout de l'homme noir. Donc, nous n'avons pas d'amis. Ces organismes ne sont pas des organismes des amis. Ce n'est pas un groupe des amis, ce sont des groupes téléguidés par les diplomates qui poursuivent ce qu'ils appellent leurs intérêts en Afrique. Nous n'allons pas nous laisser instrumentaliser. Nous préférons mourir que prendre l'aide euh, de ces soi-disant bienfaiteurs. Donc, personnellement, je ne reconnais pas ou je n'ai pas de preuve de, de la bonne volonté mhm. ou de l'amour de ces gens-là pour l'Afrique et pour l'homme congolais. Pour nous aider dans une telle situation, il faut nous aider et ils ne nous aiment pas Ça, c'est très fort, depuis professeur. la Vous pensez création du monde. qu'il n'y a pas de gens sincères dans le groupe qui viennent là-bas, les humanitaires? On les appelle les humanitaires, mais il n'y a pas de groupe humanitaire. OK. Ce sont les MIROPA qui poursuivent la politique européenne. Ils sont envoyés d'ailleurs par les derrière. Là, il n'y a pas que des organismes qu'on cite. Tous les organismes sont soutenus par des États, OK. par l'Union européenne et par des États. Vraiment, organismes de bienfaiteurs. C'est un terme d'ailleurs
vos ONG là ont seulement besoin de 10% ou 15%. Et à un certain niveau, quand ils ont déjà travaillé, fait preuve qu'ils font du bon travail selon le gouvernement de là, en fait, c'est le gouvernement qui finance tout. OK. Pour atteindre certains objectifs peut-être Pour qui atteindre ne sont certains pas révélés. objectifs. OK. Non, non, les bienfaiteurs là, ce sont comme des missionnaires Mhm. de Ah, l'action donc les civilisatrice. bienfaiteurs, ce sont des missionnaires qui viennent pour accomplir certaines tâches qui leur ont été données par le gouvernement qui les finance. Alors, que pensez-vous dans ce sens-là du timing de cette résurgence d'Ebola dans le contexte de la RDC à l'est là-bas? Est-ce une stratégie de guerre ou une stratégie diplomatique en rapport avec la participation des léopards à la Coupe du Monde, parce que maintenant on ne permet pas aux gens qui viennent du Congo de venir, ou est-ce seulement une coïncidence? Le fait que Ebola apparaît là où il y a la guerre et au moment où on a demandé aux troupes rwandaises de quitter. Oui, oui, il y a un peu de tout cela. Il y a un peu de tout cela. Je n'excluerai pas a priori une hypothèse ou une... oui, ce n'est pas une hypothèse. Mais quand les gens combattent, ils utilisent plusieurs stratégies et ces stratégies-là sont... C'est conjugué, il y a synergie, pour ainsi dire, entre les différentes stratégie pour atteindre certains objectifs. Il y a aussi cette dimension-là. Même si Okay. cette dimension-là n'était pas là lors euh, d'irruption de la maladie, de l'épidémie, mais je crois que 24 heures après cette irruption, on a tenu compte, on a directement fait appel à toutes ces stratégies-là. Mhm. Ok, chers amis, vous êtes toujours en train de suivre Coulisses de la Cité, une émission de la radio de la communauté africaine. Et nous recevons aujourd'hui le professeur Moubabenge Bilolo, qui est égyptologue, directeur général de l'INADEP, et qui est en train de nous donner son point de vue, ses analyses sur le problème d'Ebola et puis le problème à l'est de la RDC, le problème du débat sur le sort de la constitution de la RDC et finalement, nous allons parler en troisième lieu de la ville morte du 3 juin dernier à Kinshasa. Donc, professeur, nous voyons maintenant notre deuxième thème que nous abordons, le débat sur la révision ou les changements de la constitution. Ça continue à défrayer la chronique. Euh, L'ECC, l'Église du Christ au Congo, a fait une déclaration de sa 66e session du comité exécutif national. Et dans cette déclaration, l'ECC reconnaît que les réflexions faites en faveur d'une révision ou un changement de la Constitution en RDC sont pertinentes et constructives. Cependant, elle conditionne toute initiative pour cette réforme de la Constitution à un dialogue. La position qu'ils avaient avec la CENCO avant. Votre réaction? Le Et dialogue je par rappelle ici, excellence, je rappelle ici qu'ils ont invité les gens de l'opposition, notamment Martin Fayoulou, et puis c'est Sanga qui était invité mais ne s'est pas présenté. Mais au niveau de l'Union sacrée, ils avaient invité le professeur Mbata, qui est le président secrétaire permanent de l'Union sacrée, le secrétaire général, et puis ils ont invité permanent. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, le président Haï de l'UDPS, et puis ils ont invité aussi une troisième personne, le professeur qui a proposé la loi référendaire. Il était aussi là pour expliquer donc aux responsables de l'ECC, mais malgré toutes ces explications, eux, ils tiennent toujours au dialogue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne parlent jamais de la justice
pour les innocents de l'Est qui ont connu le massacre, les viols, les déplacements et les atrocités. Et puis, il ne parle pas d'autre chose sur l'intégrité du territoire, la défense du pays et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Rwanda n'ait plus à agresser et ne condamne en rien le Rwanda ou l'Ouganda, mais eux, ils veulent seulement le dialogue. Quelle est votre réaction? Oui, le dialogue par excellence, c'est le référendum. Le référendum, c'est le dialogue par excellence. On pose une question, on dit voilà l'ancienne constitution, voilà les contenus de la nouvelle constitution, à vous de juger, donnez votre avis. Les dialogues, il n'y a pas de dialogue qui dépasserait le référendum. Personnellement, je considère le référendum comme étant les dialogues dont on parle. Même si vous réduisez ces débats-là au niveau d'un village, lorsqu'il s'agit d'un référendum, tout le monde est invité et c'est cela, ce qu'on appelle les dialogues. Sur une population de plus de 120 millions, peut-être qu'ils tendent déjà vers 140 millions d'habitants, essayer de se moquer de cette population en nous vantant une vingtaine d'individus. J'allais même dire qu'ils ne sont même pas 20, ils sont moins de 10. Ceux qui font des bruits. Donc, on a affaire à des individus qui ont l'argent qu'ils ont eu dans les mêmes conditions, les conditions que nous sommes en train de critiquer là. Et comme ça, ils peuvent payer des journalistes et faire des bruits. Ce n'est pas, vraiment, un pays va se mobiliser. Des gens d'ailleurs qu'on rencontre chaque jour en route et qui viennent vous dire que nous allons. Ceux-là veulent se partager les gâteaux avant qu'on ait le dialogue. Ou bien ils ont des intentions derrière pour venir empoisonner les têtes qu'ils trouveront comme étant dangereuses pour les changements de la Constitution, afin de maintenir, ou si vous voulez, de maintenir le Congo sous la domination du Rwanda et des anciens chefs de guerre, les Rouberois et autres. Cette constitution, c'est la constitution des chefs de guerre. Vous le savez mieux que moi. Pourquoi ces gens-là ne parlent-ils pas du projet de la constitution issu de la conférence nationale que Monseigneur Moussengo avait étouffé de 1992 jusqu'à l'arrivée de M. Kabila? On a étouffé le projet de constitution. Je le dis souvent. Et même, je l'ai répété dans une des émissions récemment. Quand c'est venu, il avait convoqué, il voulait convoquer la constituante. Il l'avait déjà convoqué, mes bagages étaient déjà liés. On s'était réunis à Bruxelles là, pendant 3 jours avec les Chichambo, les Moudoy et les autres. Je crois même que à l'époque, les Bochabo étaient aussi là à Bruxelles. Nous avons de nouveau fait des propositions pour le changement de la Constitution et même avant que Moussé n'entre à Kinshasa, nous étions à Blankenberg en Belgique, donc la Fédération des Congolais des étrangers, donc la diaspora congolaise. Nous avions fait des propositions. Moi-même, j'étais souvent président de cette commission qui s'occupait des questions constitutionnelles. Alors, il faut aujourd'hui que nous nous tenions, que nous oublions tout ce qu'on avait fait là, qu'on oublie tout ce travail, alors que nous savions très bien que la, la constitution des chefs de guerre n'avait pas tenu compte
de desiderata du peuple souverain, parce qu'il s'agit de la conférence souveraine. Vous ne pouvez pas comme ça mettre de côté ces conclusions. Et j'ajouterai, parce que je parlais de la constituante qu'Emze voulait préparer. J'avais déjà emballé mes histoires. Je devrais voyager le dimanche pour être à Kinshasa le lundi. Qu'est-ce que il y avait même les Mbambo et autres qui étaient déjà ici à Kinshasa. Donc la délégation donc de Congolais de l'étranger. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On vient d'arrêter Mouteba, on venait d'arrêter aussi le ministre Mbaya, qui était chargé donc de gérer la constituante. Et maintenant, nous comprenons les Kabareb et autres avaient donné l'ordre de neutraliser les gens à qui Mzé avait confié la tâche d'organiser donc la constituante. On nous a déjà fait un coup d'État. C'est pour cela. Nous ne pouvons pas rater cette occasion pour rester soumis au chef de guerre. Vous Donc, il ne pouvez faut vous pas rappeler, rater. parce que, Oui, allez-y. non, il ne faut pas rater. Nous sommes si vous vous rappelez encore dans l'histoire, la constitution ici, qu'on prétend être la constitution en vigueur, n'a pas été votée réellement. On l'avait contesté dans les Bandaka au sens de l'époque, Oui. dans les Bas-Congo, dans les Kassai, même ici à Kinshasa, dans les Bandundu. Donc, on avait contesté. Même dans les Katangala, on avait contesté. Mais on nous a inventé une majorité venant de l'Est, de Nord et Sud Kivu. Alors qu'on parlait à l'époque déjà de 10 millions de morts. De morts. Et je leur avais posé la question, par quelle acrobatie, là où il y a des morts et tant de millions de déplacés, on peut encore avoir la majorité qui étouffe la position de plus de 6 provinces. Et dans beaucoup de pays, je crois aux États-Unis, en Allemagne, c'est toujours comme ça. Quand un État en tant qu'État, une province en tant que province, donc les grands Kasaï, là, dans sa totalité, suit l'appel du président Tshisekedi, dit non à ce chiffon donc de constitution. Alors, on vous invente une majorité. Non, une constitution ne fonctionne pas selon la loi de la majorité de telle façon-là. Quand un groupe de façon homogène refuse, c'est en ce moment-là que vous pouvez faire le dialogue. Mais le dialogue avec les groupes en tant que peuple, mais pas de dialogue comme on vient de faire ici avec des individus. Cette constitution-là était refusée dès le point de départ. Nous sommes assez gentils pour avoir dit non, en attendant, parce qu'il nous faut un peu de temps pour penser la nouvelle réalité, le nouveau contexte, avant de changer la Constitution. Le président l'a fait, maintenant N'est-ce il pas est une temps de naïveté? le changer. N'est-ce pas une naïveté des Congolais? On sait que la Constitution n'a pas été votée, ce vote a été trafiqué, fabriqué, et on a créé une majorité là où il y a eu beaucoup de morts. Bon, il y a eu les rejets dans plusieurs provinces qui sont nombreuses. N'est-ce pas que les Congolais sont un peu naïfs? Oui, les Congolais ne sont pas naïfs, mais sont des journalistes. Les journalistes congolais ne mobilisent pas leur mémoire historique. Comme ils sont un peu dans une situation financière difficile, ils donnent la parole à ceux qui leur donnent l'argent. C'est normal qu'ils parlent le langage de ceux qui peuvent leur donner de quoi manger et de quoi boire. Dans les Mais ils le journalistes, savent très bien. Je leur ai même rappelé ouais. que immédiatement après, il y a eu la guerre contre Bemba, qui était pratiquement élu président de la République. OK. Donc, les journalistes ne font pas leur travail, ils n'ont plus de déontologie. Maintenant, ils travaillent seulement pour l'argent et non pour donner l'information et la bonne
donc à la population en tant que quatrième pouvoir. Il nous reste juste trois questions avec la troisième thématique sur l'évaluation de la ville morte du 3 juin 2026. Quel bilan faites-vous de cette ville morte organisée par l'opposition politique? Donc, est-ce un test politique réussi ou un rejet populaire de l'opposition? C'était un échec. Il n'y a pas eu de ville morte ce jour-là. Les gens ont normalement travaillé. Même les enfants sont allés à l'école. Ce qui est vrai est qu'il y a eu, comme on avait fait peur aux gens qu'on risquait de tirer, qu'il y aurait des armes à la cité, pour tirer sur les gens et puis mettre la responsabilité sur le dos du président de la République. Je reconnais qu'il y a eu quelques parents qui ont préféré garder les enfants à la maison pour les protéger, mais il n'y a Mais pas eu de ville morte. Epengue a dit que c'était une réussite à 100% Ah et non, aussi Martin c'était une Fayoulou a comédie. félicité les Congolais. C'est une comédie, c'était un échec total et c'était ridicule pour eux. C'est Ils ont ça. essayé de faire des déclarations donc de complaisance. Il n'y avait Oui, alors rien. l'opposition évoque toujours l'article 64 de la Constitution pour justifier toutes leurs manifestations. Alors, comment interprétez-vous cet article dans le contexte actuel de la RDC? Oui, je venais de noter cet article ici. Voyons un peu ce que dit l'article. L'article 64 dit, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Le président Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par la force, il l'exerce légalement et ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Il n'exerce pas son pouvoir en violation des dispositions de la présente Constitution. Donc l'article là déjà tombe. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Ça, ce sont les articles contre Kabila, contre Nanga et contre les gens des églises là. Donc le responsable des églises et même les opposants qui tentent, qui sont en intelligence avec les Kabila et avec les Nanga pour tenter de renverser le président Tshisekedi. Et quand ils soutiennent ouvertement ou euh, indirectement les rebelles, pas les rebelles, mais les terroristes qui veulent tuer le président élu du peuple, c'est ça la haute trahison et c'est contre cela que l'article 64 est. Donc, on ne peut pas, je ne vois pas comment on peut s'appuyer sur l'article 64 pour s'attaquer à un président qui exerce légalement, qui a Donc, non seulement la légitimité, mais donc aussi la légalité. l'article 64 doit être utilisé contre ceux qui l'utilisent. Parce que c'est eux qui violent la Constitution, c'est eux qui soutiennent les terroristes, c'est eux qui soutiennent ceux qui veulent tuer et détruire les instructions légalement établies. Mais pourtant, eux, ils justifient leur manifestation par le même article. Donc, c'est une mauvaise interprétation, une interprétation pour leur intérêt, une interprétation biaisée. Voilà. Alors, mais le bras de fer maintenant que nous avons au Congo en ce qui concerne la révision, les changements de la Constitution, quelle issue possible, quelles sont les issues possibles qu'on peut avoir pour décrisper le climat politique et éviter une crise institutionnelle? Les églises parlent du dialogue. Alors, que pense le professeur Moubabing Bilolo?
Non, il n'y a pas de crise institutionnelle parce qu'on n'a pas d'opposition. Ce sont des bruits que les gens font comme ça dans les médias, mais il ne faut pas comparer ça avec ce que nous avons vécu sous Tshisekedi Ouamadou. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient, je suis en train maintenant de lire même l'article de la Constitution actuellement en vigueur. Donc, cette initiative de la révision revient concurremment au président de la République. Donc, si le président de la République prend cette initiative, l'initiative est conforme donc à la Constitution. Ou si le gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, euh, prenait cette initiative, elle serait aussi constitutionnelle, ou si chacune des membres donc des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres, prenait l'initiative, ça va aussi, ou encore si une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes exprimées par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Donc, l'histoire, la question doit être soumise au débat. Maintenant, on vient d'expliciter cela avec la loi sur le Référendaire. référendum. Le président est dans la constitutionnalité, mais c'est l'opposition qui commet ce que j'appellerais, qui pratique pour des raisons démagogiques, l'inconstitutionnalité herméneutique. OK. Inconstitutionnalité herméneutique. OK. Je ne vois pas, il n'y a pas de violation de la Constitution ici. Ce sont eux qui sont qui veulent violer donc la Constitution en empêchant au peuple souverain donc de se prononcer sur le référendum. OK. Ils ne peuvent pas nous empêcher. Nulle n'est habilité à empêcher un peuple donc de revoir sa propre constitution. Nul. Voilà. Alors, chers amis, vous voyez, nul ne peut empêcher un peuple à revoir sa propre constitution. L'opposition est en train de faire une inconstitutionnalité herméneutique. Ça, c'est une expression de professeur Mbabing Bilolo. En tout cas, professeur Mbabing Bilolo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons vous revoir encore dans nos émissions prochaines. Et quant à vous, chers amis, vous allez retenir que la gestion d'Ebola est un peu gonflée et dramatisée. Les choses ne sont pas telles qu'on les présente. Et c'est la raison pour laquelle la population de l'Est est en train de résister, mais on aimerait que les spécialistes fassent le travail, bien qu'on ne croit pas tellement donc à ce qui s'appelle humanitaire. Il n'y a pas d'humanitaire de l'Occident vers l'Afrique. Ce sont souvent les gens qui viennent avec des agendas de ceux qui les financent, des États qui les soutiennent. Et alors, vous voyez qu'en ce qui concerne les débats sur la Constitution, donc c'était un débat inutile. Il n'y a pas, le président de la République a le droit constitutionnel selon l'article 219, de prendre l'initiative. C'est la même chose aussi avec 218. le gouvernement, oui, 218, le gouvernement et puis le Parlement, où 100 000 signatures, donc par pétition de la population en ce qui concerne euh, la ville morte qui a été organisée par l'opposition le 3 juin dernier. C'était vraiment un fiasco. Donc le peuple rejette ces gens qui sont de mèche avec ceux qui agressent le Congo et qui sont responsables de beaucoup de morts et beaucoup de viols, beaucoup d'atrocités. Merci pour nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.